Donc, ce que je voudrais vous dire va se résumer en... évidemment, la question de la modernisation du Japon est une question très complexe et elle ne peut pas être évidemment évoquée dans son entièreté dans l'espace de temps qui m'est consacré. Je voudrais donc me concentrer sur 3 questions, mais qui me paraissent problématiques et peut-être intéressantes pour l'Assemblée qui est ici. La première de ces questions, c'est liée à une représentation que nous avons nous-mêmes souvent, et qui est une représentation un peu naïve, à savoir que le Japon était une société féodale jusqu'au milieu du XIXe siècle, un peu assoupie, à vrai dire, et que l'arrivée des Occidentaux, des Américains notamment, au milieu du XIXe siècle, aurait brusquement réveillé cette société, et puis comme les Japonais, en quelque sorte, la magie, le don de l'imitation, ils auraient, par je ne sais quel procédé, réussi donc à moderniser leur pays, là où tous les autres pays dans le monde, ou à peu près, n'avaient pas réussi à le faire, du moins pas au début du XXe siècle. Cette vision un petit peu naïve, voire stupide, doit être remise évidemment en question, et c'est ce que je vous propose de faire très rapidement maintenant. D'abord, la question de la modernisation du Japon se pose dans des termes de longue durée, c'est-à-dire que avant la modernisation en tant que telle, avant le processus de développement de la révolution industrielle à la fin du XIXe siècle, le Japon a été confronté à ce qu'on appelle un processus de proto-modernisation qui remonte, pour le dire rapidement, aux années 1750-1780 et qui s'inscrit donc tout à fait dans ce que disait le professeur Henri Laurence lors de sa séance d'ouverture, à savoir la grande divergence. Le Japon, de ce point de vue-là, se construit un petit peu à la manière de l'Europe, et je reviendrai là-dessus, bien sûr. La deuxième idée sur laquelle je vous demande de réfléchir, c'est que le Japon, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ne s'occidentalise pas, ou du moins ne s'occidentalise qu'en partie. En réalité, les gens qui ont mené le processus de modernisation dans le cas japonais sont des gens qui pensent dans des catégories non occidentales, qui pensent dans des catégories pour l'essentiel chinoises, et c'est parce qu'ils ont ce logiciel de pensée chinois dans la tête qu'ils réussissent à développer en tout cas leur société dans le sens d'une modernisation. Autrement dit, la modernisation japonaise n'est pas son occidentalisation, et je reviendrai bien sûr là aussi dessus. Troisième idée, et je pense qu'elle est importante, c'est l'idée que la modernisation japonaise se construit dans le cadre d'un débat public, c'est-à-dire de la naissance d'une opinion publique qui émerge dès les années 1860-1870, et que c'est parce qu'il y a débat dans la société, parce qu'il y a des affrontements entre des positions diverses, que d'une certaine façon naît donc cette opinion publique, qu'elle se développe, qu'elle s'appuie bien sûr sur des organes de presse, journaux, et que très rapidement se constitue un 4e pouvoir dans la société japonaise. Cette capacité, donc cette volonté plutôt de convaincre, me paraît également un élément absolument central. Donc c'est de ces 3 éléments que je vais évoquer rapidement maintenant. L'histoire de l'archipel japonais, au cours de cette période donc, de transition que sont la fin du XIXe et le début du XXe siècle, peut se percevoir dans le cadre d'un moment particulier, celui de l'expansion territoriale des grandes puissances, qui elle-même peut se comprendre comme une nouvelle poussée de la mondialisation. Et le mouvement interne de la société japonaise relève évidemment des conséquences directes de cette connexion accélérée de l'archipel japonais au reste du monde à partir des années 1850. Cette connexion s'opère dans le cadre d'une logique qui n'est pas neutre, sur la base d'un rapport de force que de nombreux historiens japonais d'ailleurs expriment en évoquant à propos du Japon de cette période-là un sentiment d'urgence, une conscience de crise qui a obligé la société japonaise à des recompositions politiques extrêmement rapides et à des réaménagements sociaux au cours de la période. La modernité japonaise, en effet, s'est souvent représentée comme rattrapant ou imitant l'Occident, voire le dépassant, voire même le renversant, dans le cas des années 1930-1940. Mais le problème, c'est que cette dernière, c'est-à-dire la modernité occidentale, était toujours pensée comme la seule valable, c'est-à-dire l'incarnation même de la modernité avec un grand thème. Donc on prenait l'histoire de l'Europe, on considérait tout ce qui avait été un succès au Japon, comme en Europe, et le reste, c'était des mauvais choix.
L'historiographie japonaise, en effet, au cours du XXe siècle, et toutes tendances confondues, y compris les marxistes, longtemps cherché à penser l'écart qui séparait le Japon du modèle, c'est-à-dire de l'Occident, et faisait, consciemment ou pas, ce qu'on appelle du comparatisme eurocentré ou européocentré, ce que les Britanniques ou les Américains appellent la lack history, c'est-à-dire qui montre tout ce qui avait fait défaut, tout ce qui avait manqué, et donc ce qui expliquait en quelque sorte que le Japon était différent de son modèle. Donc la vision européenne de la modernité, y compris d'ailleurs celle qui provient des interrogations comparatives de Max Weber sur le retard chinois et les succès européens, imprégnait donc complètement les discours japonais sur l'histoire, au point que ceux-ci maintenant y voient comme une sorte de colonisation spirituelle de l'intérieur qui aurait en quelque sorte pollué leur imaginaire historique pendant près d'un siècle. Et là, je vous renvoie à l'ouvrage de Jack Goody, donc sur le vol de l'histoire. Pourtant, depuis une vingtaine d'années ou une petite trentaine d'années, on a beaucoup revisité au Japon cette manière de voir les choses, et l'histoire de la modernisation japonaise se conçoit désormais à un rythme identique à celui des grandes puissances, avec des décalages qui ne sont pas si pertinents que cela. Donc il faut cesser de penser le développement de la modernité japonaise en termes d'occidentalisation, nous disent les historiens d'aujourd'hui, ou en termes d'insuffisance, de gauchissement, une modernité tordue en quelque sorte, mais comprendre au contraire comment l'archipel a pu se moderniser selon des rythmes qui sont finalement à peu près identiques à ceux de l'Occident. Ou pour le dire d'une autre manière, on cesse de se demander ce qui a échoué, et on pense que tout compte fait, la modernisation s'est effectuée au Japon comme ailleurs, ni mieux ni moins bien, mais pas tout à fait de la même manière. Le Japon aurait donc connu à la fin du XIXe siècle un processus de modernisation parmi d'autres, dans lequel les effets particuliers et locaux peuvent être lus comme des éléments d'une grammaire commune, dont les principaux éléments, les fondements en quelque sorte, restent la création de l'État-nation, l'industrialisation, la naissance d'une société et d'une culture de masse. Parmi ces éléments, la construction d'une langue nationale unifiée, d'une littérature nationale, d'une histoire nationale, d'une géographie et donc d'un espace national, d'un peuple qu'on s'évertit à présenter comme homogène et de rituels d'État particuliers qui, le plus souvent d'ailleurs, sont des constructions de cette époque-là. Tout cela oblige évidemment l'historien à reconsidérer les classes, les communautés, les genres, les colonisés, à travers ces catégories, c'est-à-dire catégories qui, dans le cas japonais, se sont construites dans les années 1880-1890, c'est-à-dire à peu de choses près, dans le même temps que partout ailleurs. La modernité japonaise n'est donc pas déformée, gauchie, boiteuse, elle est la forme prise par le développement du processus historique au Japon même, et les contradictions dans le Japon moderne ne sont plus le produit des restes de féodalisme, mais au contraire le fait de la modernité elle-même. Celle-ci n'est plus comprise à la lumière d'un jugement de valeur, mais se trouve à son tour historicisée. L'histoire, en effet, nous invite à considérer que des formes spécifiques de la modernité sont nées au Japon, avec leurs dimensions propres, hybrides, hétérogènes, et qu'elles peuvent parfois aussi s'exporter. Les Européens ne sont donc pas les seuls dépositaires uniques de la modernité. D'autres formes de modernité se sont manifestées, notamment en Asie et en particulier au Japon. Pour le comprendre, il faut accepter de changer d'échelle, car, comme le disait Paul Ricoeur, ce ne sont pas les mêmes enchaînements qui sont visibles quand on change d'échelle, mais des connexions restées inaperçues à l'échelle macro-historique. Pour être plus précis dans le cas japonais, il faut surtout déplacer le curseur dans l'espace pour décentrer nos approches, pour repérer ces connexions inaperçues, non pas pour voir en plus grand ou en plus petit, mais pour voir autre chose. Alors, dès la fin du XVIIIe, début du XIXe, l'archipel japonais donc est confronté à des phénomènes de nature diverses qui progressivement dessinent de nouvelles configurations sociales. Une agriculture commerciale se développe, ainsi qu'une industrie rurale. On assiste à un début de spécialisation régionale. La production artisanale cède le pas petit à petit à une industrie domestique. On note un travail de plus en plus intensif sur les parcelles. Tout concourt à indiquer que nous sommes bien là, dans le cadre d'un phénomène que les historiens désignent sous le terme de proto-industrialisation et qui précède la révolution industrielle elle-même. Le démographe Hayami Akira
a évoqué, pour parler du Japon de cette époque-là, donc la fin du XVIIIe, début XIXe, la naissance d'une société économique avec une révolution industrieuse, terme qui sera d'ailleurs popularisé par un historien néerlandais, Jan de Vries. Donc cette révolution industrieuse qui précède la révolution industrielle proprement dite, avec un artisanat de pointe, à l'origine d'une éthique du travail. Comme en Occident, cette proto-industrialisation, cette proto-modernisation s'accompagne d'une prolétarisation progressive de la paysannerie, et dès les années 1820-1830 apparaissent à Osaka les premières manufactures textiles, des ateliers où les patrons propriétaires de machines emploient des ouvriers paysans, ou plutôt des ouvrières paysannes. En soi, ces phénomènes économiques ne seraient pas nécessairement porteurs d'une grande signification historique s'ils n'étaient accompagnés par ailleurs d'une montée du niveau moyen d'éducation, d'une circulation des idées sans commune mesure avec tout ce qui avait été connu avant, et d'une poussée des courants intellectuels critiques, voire même d'une curiosité scientifique qui apparaît dans des domaines variés. Pour vous donner une idée, il existait des librairies à Edo, donc la capitale du Japon, et la plus grande d'entre elles était donc vers 1780-1790 en possession de 10 000 titres qui pouvaient être consultés, puisque ces ouvrages n'étaient pas vendus, mais prêtés, comme s'il s'agissait d'une bibliothèque. Et on estime que vers 1840-1850, il existait entre 13 et 20 000, c'est difficile de compter exactement, 13 et 20 000 écoles dans le Japon de cette époque-là, et que vers 1850, c'est-à-dire juste avant l'arrivée des Américains, 60 à 70% des hommes savaient lire, écrire et compter, et probablement plus de 30% des femmes. Donc l'arrivée de la flotte de guerre américaine en 1853-1854 et les traités que le régime du shogun est contraint de signer avec les Occidentaux peuvent alors être compris comme les révélateurs et les accélérateurs d'un mouvement progressif engagé depuis longtemps. Le processus identifié comme modernisation a toujours joué au Japon sur des influences multiples, empruntant tour à tour à l'Occident, mais aussi, et c'est moins connu, c'est mon deuxième point, à la Chine ou à des savoirs de nature endogène. Ces influences multiples sont réinterprétées, réinventées, modulées selon des agencements particuliers. Et donc voir l'histoire du dernier siècle depuis le Japon, par exemple, met en lumière le caractère contingent de la modernité européenne. D'autant que cette expérience japonaise, que l'on pensait encore il y a une trentaine d'années, en termes d'unicité, d'exception, apparaît au début du XXIe siècle pour ce qu'elle est sans doute, c'est-à-dire l'avant-garde d'un processus de développement qui ne touche pas seulement l'archipel, mais la plus grande partie de l'Asie orientale. Dans le cas japonais, on a cherché depuis la seconde moitié du XIXe siècle à s'inspirer de la civilisation occidentale pour moderniser et industrialiser le pays, et les Japonais ont tenté en partie de s'identifier aux Occidentaux, tout en refusant cette assimilation à l'Occident. Cette révolte donc contre l'Occident a pu prendre la forme du nationalisme culturel, puis par la suite du nationalisme impérialiste, mais elle peut s'exprimer aussi, et c'est ça qui m'intéresse, dans d'autres figures, dont quelques-unes ne sont pas nécessairement les plus attendues. Par exemple, qui aurait pu imaginer qu'au Japon, dans les années 1880, c'est-à-dire à peine après 10 ans ou 12 ans après la réforme politique, se développe un mouvement populaire en faveur des droits du peuple et de la Constitution, et que ce mouvement s'inspire bien plus des classiques chinois que de la pensée rousseauiste. C'est-à-dire qu'on pense les élections, la Constitution, la liberté en catégories chinoises, la voie du ciel, la voie royale, l'harmonie. Autrement dit, on peut penser les catégories politiques de la modernisation dans un autre langage que le langage occidental. Et en l'occurrence, dans le cas du Japon, on le pense en langage chinois, au sens strict, puisqu'on écrit en chinois classique, mais aussi au sens intellectuel, c'est-à-dire que ce sont les grands penseurs chinois qui donnent les clés, en quelque sorte, aux intellectuels japonais pour penser eux-mêmes leur propre processus de modernisation. Qui pourrait imaginer que, au Japon, la lutte contre la destruction de la nature par le système industriel, qui commence, dans le cas japonais, par une grave crise écologique dans les années 1890 suite à la pollution du cuivre. Il y a toute une région du Japon qui est véritablement sinistrée à cette époque-là, avec des morts.
Eh bien, alors, à ce moment-là, il n'y a aucun discours écologique. On est en 1890, 1895, il n'y a aucun discours écologique en Occident permettant de penser ce que c'est qu'une crise du modèle productiviste. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font les Japonais? Eh bien, ils vont forcément réfléchir avec leurs références, c'est-à-dire dans une cosmologie de l'harmonie entre la nature et l'homme, qui est tout droit sortie des classiques chinois, du bouddhisme, du shinto. Autrement dit, on pense la critique du système productiviste avec un logiciel intellectuel qui n'est pas du tout le logiciel occidental. De la même façon, le féminisme émerge au Japon dans les années 1910. Mais qui aurait pu penser qu'il puise ses références, non pas dans les discours féministes occidentaux, qui vers 1910, à vrai dire, n'étaient pas très développés, mais dans une sorte de référence dans le Shinto, dans le mouvement autochtoniste et romantique japonais, qui pourrait imaginer que les premiers mouvements socialistes au tournant du siècle vont chercher leurs références dans les principes de Confucius, l'homme idéal. Mais s'inspirer d'eux, ça signifie, évidemment au Japon comme ailleurs, une sorte de bricolage idéologique permanent, parfois confus, qui est lié à des pratiques qui cherchent à trouver leur légitimation dans des discours dont certains viennent de loin. La pensée japonaise, comme la pensée d'origine chinoise d'ailleurs, ne s'inscrit jamais dans on ne sait quelle immobilité ou intangibilité. Elle fait l'objet de réinterprétations, de réappropriations multiples à usages divers. Et pour comprendre, il faut mettre l'accent sur les originalités, les réappropriations, les réinterprétations des apports extérieurs et relativiser du coup énormément la valeur exemplaire de l'expérience européenne, ce qui ne signifie bien sûr pas la nier. Donc, comment les Japonais ont-ils été contraints donc de se situer par rapport à l'Occident et à l'Asie? Comment se sont-ils débrouillés avec quelques grandes idées apparemment universelles comme la liberté, la démocratie, la justice, la nation, la religion? Ces idées abstraites sont volontiers associées à la modernité, ou du moins aux valeurs modernes, mais l'histoire du Japon nous le rappelle, ces idées peuvent apparaître dans d'autres contextes historiques, sous d'autres formes que celles qui nous sont familières, du moins en Occident. Et alors, on peut se poser la question de savoir si nous sommes en présence de cette grammaire commune de la modernité, qui dessine donc des contours parfois inattendus d'une société qui finalement est assez complexe, mais aussi contradictoire. Donc je renvoie aux ouvrages de Dipesh Chakrabarty, donc le théoricien des Subaltern Studies, toujours rattacher la pensée à son lieu. La modernité était, croyait-on, en Occident, la forme particulière prise par le développement historique des sociétés occidentales. L'histoire récente nous montre qu'au contraire, ce n'est que l'aspect particulier d'un phénomène mondial. Il faut donc prendre très au sérieux l'idée de Eisenstadt, cet historien donc, américano-israélien, quand il évoque la possibilité de modernité multiple. Le développement de la société japonaise suggère donc que très tôt dans l'histoire, des mécanismes, des dynamiques sont à l'œuvre qui structurent les formes politiques ou sociales au-delà des différences culturelles et qui mettent en jeu une similitude de comportement ou d'attitude. Mais aussi, on peut repérer dans le processus historique japonais de la modernisation, et je crois que c'est très important aussi, une tradition obstinée, souvent minoritaire, de résistance, de rébellion, de refus des objectifs définis par un État qui dispose, dès la fin du XIXe siècle, d'appareils idéologiques et juridiques de plus en plus sophistiqués. En d'autres termes, la trajectoire historique met clairement en jeu une opinion publique naissante, grandissante, je n'ai pas le temps de développer évidemment, un espace public critique et donc une société civile dont on sait au moins depuis Habermas tout ce que la modernité lui doit. Ce mouvement est issu des profondeurs de la société japonaise elle-même. Il n'est pas objet d'importation. Il parcourt toute la période historique et continue bien sûr jusqu'à nos jours. Et il contribue de toute évidence à construire cette modernité. Le processus de modernisation a, au Japon comme ailleurs, suscité des enthousiasmes, parfois des résistances ou des déceptions. Il a aussi induit beaucoup de misère sociale, de misère psychologique, mais en même temps, il a contribué à tendre les énergies vers un but, une raison, dont le premier ressort était lié
à une réaction indépendantiste radicale de la part des élites du pays, soutenues par l'immense majorité de la nation en construction. La modernisation, comprise comme la marche vers l'affirmation de l'État-nation, vers le progrès technique, vers le développement économique, a pu prendre la forme d'une occidentalisation des manières de faire et de penser, mais en partie seulement. Les tenants des Lumières occidentales ont été rapidement marginalisés et les gouvernants ont pu, dès les années 1890, jouer sur les réflexes conservateurs de la population pour puiser dans les idéologies structurées depuis l'époque précédente, l'époque d'Edo, les moyens de construire une nouvelle idéologie officielle moderne, qui s'inspire tour à tour, et souvent pêle-mêle d'ailleurs, de la morale confucianiste ou de la pensée nativiste indigéniste. Cette défense des prérogatives de l'État se fait au détriment de la mise en place de garde-fous démocratiques, réclamés pourtant par une partie de l'opposition, les fameux droits du peuple, c'est-à-dire la mise en place d'un régime d'assemblée se substituant donc à la dictature des anciennes factions féodales victorieuses en 1868. Dans le cas japonais, je vais conclure, les élites qui ont monopolisé le pouvoir à la tête de l'État, donc les anciens samouraïs des fiefs du Sud-Ouest, puis ensuite la bureaucratie impériale, puis ensuite l'armée dans les années 30, ont construit le processus de modernisation comme une lutte pour l'indépendance nationale. Tour à tour, les grandes puissances occidentales colonisatrices, la Russie devenue Union soviétique, puis la Chine en voie de réunification, ont pu être présentées comme des menaces qui faisaient passer donc les droits du peuple ou la démocratie pour des objectifs secondaires et réalisables à terme, plus tard. Là où une partie de l'opinion, pourtant, les revendiquait comme essentiels et inséparables de la marche à la civilisation. Et la fracture politique japonaise se construit donc autour de ce débat-là. La modernisation a donc au moins autant fonctionné comme anti-occidentalisation que comme occidentalisation. Elle fut autant une réaction à la domination de l'Occident que son acceptation. Je vous remercie.